Notre invité de ce matin est M. William Savary, un habitué de la maison. Il est économiste, fondateur et président du Haitian Stock Exchange. La raison principale qui nous a poussé à l'inviter, c'est que M. Savary a travaillé longtemps, presque toute sa vie, à l'étranger, dans plusieurs pays d'Afrique, ainsi qu'en Europe, en Hongrie, Autriche et même en Suisse. Et grâce à son expérience, on va pouvoir aborder la question économique haïtienne sous l'angle de la géopolitique, c'est-à-dire nous placer au centre du monde. Bonsoir William Savary et bienvenue. Merci Serge, bonsoir et j'apprécie l'invitation. Bonsoir Wendell, merci, j'apprécie d'être avec vous. Alors Serge l'a déjà dit, l'économie sous l'angle géopolitique, étant donné que vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Mais avant même d'aborder en profondeur ce point-là, je voudrais, sans rester trop sur ce point, parler des conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale et sur l'économie haïtienne. Bon, les conséquences du Covid ne vont pas être toutes ne vont pas se faire sentir tout de suite. C'est vraiment quelque chose à long terme. Et ce que vous avez connu tout de suite, c'est vraiment il y a eu un taux de chômage exacerbé, et ceci dans des délais très courts. Vous avez eu une chute dans le produit intérieur brut de certains pays, d'où les États-Unis, l'Italie, nous savons, a beaucoup souffert, la France également, tous les pays de l'Europe ont beaucoup souffert. Et il y a eu des épisodes où les pays ont procédé à faire ce qu'on appelle le pays LOC. Le confinement. Le confinement, donc chez nous, ce serait l'équivalent du pays LOC. Le lockdown. Le lockdown où les gens ont respecté la distanciation sociale, les gens ne pouvaient pas aller au travail, les gens ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, ceci a causé une décroissance de la circulation des gens, la circulation des biens, la circulation du capital, ce qui a causé vraiment une chute de façon généralisée à travers le monde en matière de flux monétaire, de flux commercial et en matière d'échange sur le marché international. Ça, ce sont les nouvelles que nous avons, ce sont les observations qui ont été faites. Donc, mais il y a beaucoup plus profondément également des décisions qui ont été prises, qui ont affecté différemment et qui ont eu des résultats différents dans divers pays. Par exemple, aux États-Unis, nous avons eu avec la présence de la position de M. Trump, où il a pendant longtemps dénié l'existence même du virus, et les décisions politiques et économiques qui ont été prises aux États-Unis n'ont pas poussé la population à se protéger. Donc les gens ont continué à vivre leur vie comme si le Covid n'était pas de l'actualité. Et ceci a causé une augmentation dans le nombre des cas qu'on a répertoriés, qu'on a repérés aux États-Unis. En Angleterre, par exemple, il y a eu un lockdown, les gens ont voulu procéder par le herd immunity, c'est-à-dire l'immunisation de la population en exposant tout le monde et en souhaitant que les gens vont développer le système immunitaire va lui-même développer les anticorps nécessaires pour combattre le Covid. C'est ce que la Suède avait fait également. C'est ce que la Suède a fait. Et maintenant, il se trouve que dans les pays qui ont procédé au herd immunity, ils ont tous fait ont rebroussé chemin, parce que le niveau des infections avait augmenté de façon faramineuse. Donc, ce sont grosso modo, de façon panoramique, Donc, on est en droit de dire que chaque dirigeant du monde a pris sa propre décision pour son pays, et c'est pourquoi la maladie a fait autant de dégâts sur le monde, dans la mesure où les actions qui ont été prises par chaque gouvernement n'étaient pas de nature à convaincre les gens à se comporter de manière à ce que l'on puisse arrêter la propagation de la pandémie. Bon, c'est une observation assez intéressante, mais il se trouve que normalement dans le monde, nous avons constitué, pour mieux nous protéger, des instances internationales
où les instances internationales donnent les directives lorsqu'il s'agit de situations de pandémie. L'Organisation mondiale mondiale de la santé, par exemple. Vous avez les Nations Unies, vous avez la mondiale. Ce sont des organisations qui ont été conçues par nous autres, citoyens du monde, et auxquelles on a donné les responsabilités de nous donner les directives en cas de crise. Il se trouve qu'effectivement, les chefs d'État des nations ont chacun décidé d'adopter une position politique selon le calendrier électoral, selon la politique économique en vigueur, selon la théorie économique en vigueur, selon les groupes d'influence. Donc chacun a décidé une politique indépendamment des consignes et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment ça la grande question. Et vu que la réponse n'a pas été coordonnée, donc, on a eu certains endroits, des augmentations, les cas à la hausse ont été répertoriés, d'autres stables, d'autres à la baisse, c'est ça. Donc, mais maintenant, on doit pouvoir, dans les situations de pandémie, pouvoir faire confiance aux institutions internationales que nous avons mises en place. Et pour cela, vous savez, aux États-Unis, il y a le CDC, qui est le Center for Disease Control, qui est encore un centre extraordinaire où la science évolue, où les scientifiques sont très pointus. Même eux autres, ils ont été bâillonnés. Donc, il faut pouvoir faire confiance à la science et suivre les directives des gens que nous avons mis en place pour donner les directives. D'accord. William Savary, on ne va pas trop s'attarder sur la crise de cette pandémie. On en a beaucoup parlé. On sait que la science a tâtonné, elle a bégayé. Il y avait des mesures qui étaient prises aujourd'hui et contredites le lendemain, ce qui a créé une espèce de climat de défiance dans la population. À qui faut-il faire confiance? Faut-il faire confiance aux politiques? Faut-il faire confiance aux scientifiques? Et finalement, tout le monde était là un petit peu pris de panique. Mais revenons sur le thème principal de cette entrevue, à savoir cette épidémie, pandémie, a eu des conséquences directes et catastrophiques sur l'économie du monde. L'économie de tous les pays du monde, avec une conséquence pour ces pays-là, qui est aujourd'hui l'obligation de pouvoir relancer cette économie. On le sait, ça date de 2 jours, le Congrès américain vient de voter un budget de 900 milliards de dollars pour relancer l'économie. L'Union européenne aussi, c'est des centaines de milliards. Chaque pays a son propre système d'aide. La France a combien de centaines de milliards aussi qu'ils ont mis dehors. Ça finit par faire des trilliards de dollars si on additionne tout ça. Est-ce que ça signifie que sur le plan de l'aide globale que ces pays donnent ou d'autres reçoivent, c'est notre cas en Haïti, est-ce que ça veut dire que toute cette politique va être remise en question et qu'est-ce qui va changer ? Aussi bien pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent. Oui, il faut d'abord, prime abord, se mettre d'accord que nous vivons dans la période de l'économie de marché. Et les 2 grandes théories qui dominent ces économies, c'est ou bien d'un point de vue de Keynes, qui est l'intervention de l'État, et l'autre, les théories du marché libre de Milton Friedman, etc., qui disent qu'il faut laisser le marché trouver son équilibre. Maintenant, lorsque les gouvernements consentent d'injecter du capital, ce capital est fait dans l'espoir d'encourager la consommation. Parce que l'un des éléments fondamentaux du système capitaliste, c'est que la croissance économique dépend de la consommation. Que ce soit la consommation individuelle des gens qui achètent des vêtements, des prêt-à-porter, des automobiles, ou la consommation individuelle, industrielle, des entreprises qui achètent les denrées, les matières premières pour les transformer en produits finis. Mais la consommation est fondamentale pour la croissance économique. Maintenant, et aussi dans le secteur du service, il faut que lorsque la production est faite,
Il faut que la production soit vendue, il faut que le transport soit organisé, il faut que la préservation soit organisée. Donc, vraiment, il y a tout un écosystème qui vient avec la consommation. Maintenant, les injections qui sont faites dans le but de préserver ou de maintenir un certain niveau de consommation. Ou même de relancer. Maintenant, relancer, je dirais plutôt pour stabiliser. Parce que relancer, il faut beaucoup plus pour relancer. Parce que vous savez, toutes les fois que vous avez une chute, parce que si par exemple, il vous faut, si vous connaissez, si vous expérimentez une chute de 50 à 10, la perte de 40, pour relancer, il faut avoir d'abord les 40 et aller au-delà de 40. Donc, relancer, il faut beaucoup plus pour relancer que ce qui a été perdu. Maintenant, c'est vraiment le niveau qu'on a, le seuil qu'on a atteint, on essaie de préserver ce seuil pour qu'on ne puisse pas aller plus bas. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'avec la consommation, certains produits seront vendus, surtout les produits de consommation, les produits de première nécessité. Mais les injections qui sont faites, 900 milliards de dollars, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Surtout que les 2/3 sont plutôt alloués à la petite et moyenne entreprise. C'est alloué à la petite et moyenne entreprise parce qu'en fait, la petite et moyenne entreprise, ce sont les bases, si vous voulez, des créateurs d'emplois. Et les petites et moyennes entreprises ce sont également les détenteurs, les fournisseurs de services à travers le système. Donc il y a la consommation, il y a l'emploi, il y a le service, tout ceci à l'intérieur des petites et moyennes entreprises, alors que les grandes entreprises comme les Boeing, etc., les entreprises industrielles, eux autres, et ce qui leur est alloué, c'est plutôt des crédits d'investissement qui leur sont donnés pour qu'ils puissent continuer à investir et créer des emplois. Maintenant, d'ailleurs, de ces 900 milliards, je crois que vous nous disiez que c'est près des 2/3 qui vont être versés dans les 600 milliards, justement, pour les petites et moyennes entreprises, leur permettre de relancer l'emploi, la production, etc. Mais ce qui est intéressant, il faut peut-être faire la parenthèse, les petites et moyennes entreprises dans tous les pays du monde, ce sont les entreprises qui sont les mieux protégées. Pourquoi? Parce que c'est eux autres vraiment qui sont les premiers créateurs d'emplois. Et l'économie de Taïwan, par exemple, c'est une économie qui est basée fondamentalement sur les petites et moyennes entreprises. En Chine, il y a ce discours, ce dicton, qui dit que dans chaque maison, il faut une cheminée. Et dans chaque village, il faut plusieurs cheminées. Lorsque plusieurs cheminées sont rassemblées, ça veut dire que le village devient prospère. Donc, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont vraiment les moteurs de la croissance économique. Donc, et lorsque les injections sont faites à les petites et moyennes entreprises, c'est parce que, premièrement, ils ne voudraient pas que les gens soient licenciés. Parce que les petites et moyennes entreprises qui sont les premières victimes de la pandémie, les premiers licenciements vont être opérés chez eux. Et les gens qui perdent leur emploi, ils vont accroître le chiffre des chômeurs et qui deviennent la responsabilité de l'État. Donc c'est pour vraiment limiter cette chaîne qui pourrait amener vraiment à une déstabilisation sociale. Parce qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a un niveau extrême, dans tous les pays du monde d'ailleurs, lorsqu'il y a un niveau extrême de chômage, ça tient à amener l'instabilité sociale. Et les inégalités sociales s'exacerbent. Donc c'est vraiment ça le grand projet. C'est ça. Comment parler de l'économie sous l'angle géopolitique sans évoquer la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, telle que cette guerre a été gérée par Trump, et aussi voir comment, selon vous, William Savary, Joe Biden va-t-il approcher cette guerre ou encore va-t-il la gérer en 2020 ? En 2021, disons mieux. Et peut-être même, pour compléter la question, quel est selon vous l'impact que ce choc entre ces deux grands, ce sont les deux plus grandes puissances économiques à l'heure actuelle, quel impact ça a sur le reste du monde et peut-être même sur nous en Haïti? Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est un faux problème. Et je vais vous dire pourquoi. Aux États-Unis, il faut d'abord conclure que les nations n'ont pas d'amis, les nations qui ont des intérêts. Les Chinois, les États-Unis ont perdu cette guerre commerciale depuis l'introduction par la Chine de ce qu'on appelle la renaissance de la route de la soie. Ouais. Et ceci, les États-Unis, la Chine
a procédé méthodiquement à reconstituer des alliances, ce qu'on appelle les alliances périphériques. Les alliances périphériques, ce sont les alliances des pays qui ont été délaissés pour les grandes puissances. Et la Chine a œuvré à se faire des amis à travers ces pays-là, et ceci dans 3 buts spécifiques. Le premier but, c'était de la vente des excédents de la production chinoise. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine est aujourd'hui le manufacturier, c'est ça, du monde. Et les capacités, il y a eu des excès de production, des excédents de production qu'il fallait liquider. Et où les liquider, c'est dans les pays où il y avait des besoins. Ces excédents se sont manifestés comment? Il y a les excédents de ciment, de savoir-faire, de bois, les excédents de technologie qu'il fallait vendre. Et la Chine, ayant accumulé une masse de capital, il pouvait non seulement, avec la masse de capital, financer les pays comme l'Éthiopie, comme le Ghana, comme le Nigeria, comme la Dominicanie, etc., tout ce que vous voulez, et en leur vendant sa technologie et son savoir-faire pour leur construire des routes et des ponts. Non? Ça, et maintenant, avec cet apport, également se faire des amis pour assurer un marché continu pour les produits chinois. Donc c'était vraiment ça la grande vision de la Chine à travers la diplomatie de la zone périphérique. Maintenant, pour eux, la zone périphérique, ça veut dire cette zone peut être n'importe où sur la Terre, sur la planète. Mais c'est vraiment d'abord conquérir la zone périphérique. Maintenant, incidemment, je veux faire une parenthèse. C'est une stratégie aujourd'hui qui est en usage par Israël. Israël est en train de mettre en application l'application de la diplomatie des zones périphériques en louant des amitiés avec des autres pays arabes et en établissant des relations diplomatiques dans le but de consolider une résistance à l'Iran. Donc ça, c'est la politique de la zone périphérique. Et maintenant, dès que ceci a vu le jour, la guerre commerciale a été lancée sans que les États-Unis ne se soient rendus compte. Maintenant, avec l'arrivée de M. Trump, qui a voulu placer l'America First, maintenant il a exacerbé, si vous voulez, il a fait ressortir de la boîte ce qui était déjà en vigueur. Maintenant, et ceci a permis à la Chine d'accélérer sa politique de la zone périphérique. Et c'est pourquoi l'agressivité de la Chine pour se faire des amis à travers le monde. Et c'est maintenant que les gens se rendent compte, la Chine avait déjà encerclé le monde. Et même d'ailleurs, dans cette stratégie, il y a la volonté de la Chine d'attaquer le dollar de front. Absolument, absolument. Maintenant, ce qui est important, c'est que les pays qui ont reçu l'aide de la Chine, ce sont des pays qui avaient besoin de construire leur infrastructure. Ce sont des pays qui avaient besoin de construire des écoles, qui avaient besoin d'exploiter leurs mines. Alors que fait la Chine? La Chine vient et leur promet de construire, et la Chine prend les réserves en collatéral pour financer les investissements de la Chine. Donc ça, c'est maintenant... Lorsque les États-Unis, et non seulement des infrastructures, mais la Chine a également développé un savoir-faire en matière de technologie immense. Et aujourd'hui, il devance tous les pays du monde avec le 5G. Oui. Et n'oubliez pas que la Chine vient de planter un drapeau chinois sur la Lune. Okay? Donc les avancées technologiques de la Chine sont des avancées extraordinaires. Maintenant, dans l'espoir de stopper les avances de la Chine, maintenant, il faut se rendre compte que les avances de la Chine ne sont pas des avances économiques seulement. Il y a aussi le modèle chinois. Le modèle chinois qui est opposé au modèle américain, qui est... la Chine veut, dans leur tradition culturelle, leur tradition politique, se faire des amis autour de son territoire pour que tout le monde puisse prospérer, inégalement ou également, c'est pas la discussion, mais pour au moins avoir la paix chez eux. Et dans ce cadre, ils ont, avec la route de la soie, l'objectif de la route de la soie qui sort de la Chine, de Zhangzhou, Guangzhou, Huazhou, qui va éventuellement arriver jusqu'en France, qui va traverser les frontières maritimes, qui va traverser les frontières terrestres. Mais c'est dans le but de préserver la paix chez eux, pour qu'ils puissent avoir des marchés ouverts pour faire le commerce. Ce n'est pas vraiment dans la notion de dominer les peuples, mais c'est plutôt pour eux autres, pour préserver leur dominance et la paix chez eux. Et maintenant, rapidement, il faut dire que
il y a une population musulmane en Chine. Et leur rapprochement vers les pays arabes, c'est pour préserver que chez eux, il n'y a pas de tendance séparatiste des peuples musulmans à créer un État à l'intérieur de la Chine. Donc c'est vraiment, de point de vue stratégique, c'est vraiment ça la vision de la Chine. Donc la guerre commerciale, c'est les États-Unis qui lancent une guerre commerciale, mais la Chine poursuit sa politique interne. D'accord. Changeons très légèrement de sujet et essayons de quitter cette vision un peu catastrophique des choses. William Savary, est-ce que cette pandémie et ses conséquences économiques ont quand même quelque part eu des effets positifs? Et si oui, lesquels? Oh, absolument. Les effets positifs, d'une part, il faut se rendre compte que ceci a permis à des recherches au niveau d'un domaine scientifique et pour tout particulièrement ce qu'on appelle la biotechnologie. Maintenant, avec la biotechnologie, il y a un mouvement qui a commencé il y a 10 ans et qui aujourd'hui, avec Covid, a pris un essor gigantesque. C'est le mouvement, si vous voulez, c'est le mouvement scientifique de la mutation entre les nucléaires, les RNA et le DNA, ou les nucléus de RNA ont été utilisés comme organes de transmission pour affecter le comportement de notre DNA. Et avec cet organe de transmission, pour affecter notre DNA, ils ont également fait que notre corps, le système immunitaire de notre corps puisse être développé et répondre à des virus comme il a été fait dans le cas de Covid. Donc, les entreprises biotechnologiques qui sont à la pointe sont Pfizer. Pfizer qui a fait son alliance avec une entreprise allemande. Et BioNTech. Donc, on retrouve la biotechnologie. C'est ça. Ensuite, il y a également Moderna, qui est une autre entreprise qui est à l'avant-garde de cette technologie. D'ailleurs, ça a été inventé pour les gars qui ont organisé Moderna. Il y a l'entreprise qui s'appelle Regeneron, qui est une entreprise dans laquelle Donald Trump est un grand actionnaire. Je crois aussi que M. Fauci est un actionnaire de Moderna. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, donc il y a vraiment tout, et il y a d'autres entreprises qui exploitent, par exemple, les anticorps pour essayer d'améliorer et de renforcer le système immunitaire. Mais avec Covid, nous avons toute une série d'entreprises dans la biotechnologie qui a vu le jour. Donc, Covid a fait progresser ou a fait avancer la science. Absolument. Et dans les domaines de pointe. Et maintenant, il faut dire que, de façon, dans l'agrégat, il y a plus que 1 trillion de valeurs qui ont été ajoutées à l'économie en vertu de la découverte des vaccins qui sont aujourd'hui en usage. Et maintenant, ce qui est important, c'est l'usage de la notion d'affecter le comportement de notre DNA. La notion d'affecter la fonction des RNA comme des organes de transmission pour affecter comment notre système immunitaire, ce sont des trucs qui vont servir d'organes de transmission pour d'autres vaccins contre le cancer, contre les autres maladies qui sont comme le virus, comme le sida. Contre d'autres. Donc c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte sur une nouvelle technologie qui n'existait pas avant. Donc c'est extraordinaire comme voilà, rapport au moins, à la connaissance du monde. Un point positif qu'on peut mettre à l'actif de cette pandémie. Alors maintenant, malheureusement, William Savary, nous allons devoir terminer. J'aimerais qu'on termine par nous, même si on a eu une approche très géopolitique, par nous en Haïti. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir un peu d'optimisme en ce qui concerne l'avenir 2021, dans le domaine économique, bien sûr, quel que soit l'aspect. Qu'est-ce que vous avez retenu comme aspect positif et qui vous permet de regarder 2021? Est-ce qu'il a retenu des points positifs? Il va nous le dire. Maintenant,
Ce que je vois plutôt, c'est pas ce que j'ai retenu, mais ce qui peut être fait. Parce que là, les années sont déjà passées, on ne peut plus rien faire avec. C'est comme disait Proust, on ne va plus à la recherche du temps perdu. Mais allons à la conquête du futur. Maintenant, pour aller à la conquête du futur, nous avons deux problèmes fondamentaux, c'est ça? Deux problèmes fondamentaux dans le pays. C'est la question de taux de change, la question de la sécurité. La sécurité alimentaire et la question de la diaspora. Donc, ce sont les trois grandes questions avec lesquelles nous devons nous battre régulièrement. On ne va pas adresser la question de taux de change, on en a parlé à plusieurs reprises. Mais la question de la diaspora et la question de l'autosuffisance alimentaire, ce sont deux questions, je pense, qui doivent être d'actualité à partir de demain, ou à partir de notre interview. C'est premièrement, il faut deux choses. La production du riz en Haïti, nous disposons, les 27 000, 28 000 km² dont nous disposons équivalent à 8 millions de carreaux de terre. Aujourd'hui, nous produisons à peu près 60 000 tonnes métriques de riz par année et sur à peu près 80 000 carreaux de terre, 90 000 carreaux de terre et des poussières. Donc sur 10%. Sur 10%. Ce qui veut dire, pour être autosuffisant en riz, il nous faut exploiter 240 000 carreaux. 240 000 carreaux de terre. Ainsi, on devient autosuffisant en riz. Et si on veut être un exportateur net, on n'a qu'à doubler le nombre de carreaux de terre qu'on met à la disposition de la production du riz. Ce qui veut dire qu'on peut non seulement devenir autosuffisant, mais aussi un net exportateur de produits bio qui se vend à $400 le tonne métrique sur le marché international. Oui, et ça c'est très important, ce que vous signalez là, c'est que l'agriculture haïtienne est généralement considérée comme une agriculture bio, même si je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai à 100%. L'appellation. Mais c'est l'appellation qui est là et qui est reconnue. Maintenant, intéressamment, avec ça, on résout le problème de la fluctuation de la monnaie. On stabilise la monnaie parce qu'on a moins de dollars qui quittent le pays pour. Et maintenant, en vendant notre riz à l'extérieur, on a plus de dollars qui rentrent. Donc, on crée la prospérité. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Maintenant, l'autre question, c'est la question de la diaspora. Je l'ai dit récemment, on a développé une dépendance de la diaspora qui oblitère la mobilité, l'innovation chez les jeunes dans le pays. Et il y a beaucoup de jeunes, au lieu de s'engager, de continuer d'aller à l'école, de créer des entreprises, ils se satisfont dans les virements qu'ils reçoivent tous les mois et ils ne font plus rien. Ils n'ont qu'un seul espoir, c'est de trouver un ticket, un visa pour quitter le pays. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis avec cette déclaration, William Savary. Mais on n'a qu'à l'observer. On n'a qu'à l'observer. Et maintenant, les fonds qui sont renvoyés en Haïti à travers la diaspora, ce sont des fonds qui ne sont pas accumulés pour la consommation industrielle, mais qui sont accumulés pour la consommation individuelle. Absolument. Donc, l'apport de la diaspora, c'est vraiment un apport qui encourage la consommation individuelle. Je n'ai rien contre, mais on a besoin de créer la prospérité. Et l'usage qui est fait des fonds de la diaspora, ou l'usage qui est fait de la diaspora en général, je pense qu'il y a autre façon, il y a une autre réflexion à faire. D'où le ministère de la diaspora à l'étranger, haïtiens vivant à l'étranger, a une autre réflexion à faire, beaucoup plus large et beaucoup plus stratégique. Parce que, entre autres, il ne faut pas oublier que on a tendance à comparer la diaspora haïtienne à la diaspora juive qui a construit Israël. Mais ce n'est pas la même chose. La diaspora juive a 2000 ans. Après la guérilla qui a eu lieu en Égypte, où ils ont parti de l'Égypte avec les bœufs, l'or, l'argent, etc., ils se sont constitués à travers le monde comme une diaspora qui maîtrise la science, qui maîtrise la finance, qui maîtrise la production, qui maîtrise l'espace, qui maîtrise l'armée, les armes, l'industrie de l'armement. Donc, c'est pas la même chose. Notre diaspora est, 40 ans 60 ans d'existence. Elle est jeune. Elle est jeune. Donc, il n'y a pas encore ce savoir-faire. Il n'y a pas non plus de comparer avec c'est ça. La diaspora juive, plus de 2000 ans, et on n'a que plus de 200 ans d'existence, en fait. Oui. Donc, ce qui veut dire, donc comparer ces deux, c'est vraiment ne pas faire justice. Donc, en d'autres termes, William Savary, vous êtes en train de lancer une petite pique à la diaspora, en même temps que vous les invitez à changer leur mode d'aider. Donc, vous dites à la diaspora haïtienne, au lieu de vous contenter d'envoyer 4 milliards et plus de dollars par an,
qui servent exclusivement à la consommation individuelle, venez donc investir en Haïti, par exemple, dans la production agricole. Apprendre aux petits Haïtiens à pêcher plutôt que de le faire cadeau d'un poisson. Mais il y a un truc intéressant. Il ne faut pas oublier qu'en général, lorsque les Haïtiens quittent Haïti pour arriver là-bas, ils sont formatés différemment. Ils ne sont pas formatés pour retourner en Haïti. Parce que hélas. Le gars qui arrive aux États-Unis, son premier souci, c'est de trouver un emploi. Et le deuxième souci, une maison. Troisième souci, une femme. Quatrième souci, une voiture. Maintenant, les enfants, il faut les envoyer à l'école. Maintenant, il est pris dans l'engrenage. Une fois qu'il achète la maison, il a 30 à 40 ans pour la payer. Maintenant, après 30 à 40 ans, le gars qui a accumulé un petit peu d'argent pour son épargne, il ne va pas venir l'investir en Haïti. Donc, si on s'attend à ça, c'est une fausse attente. Mais il faut plutôt repenser comment intégrer la diaspora dans l'économie nationale. OK. On va vous nommer ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Merci beaucoup William Savary. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de Télémétropole aborder les questions économiques sous l'angle de la géopolitique. Merci. Bonne journée. Merci Serge. Merci Wendell. Merci aussi à chacun de vous et nous espérons avoir appris beaucoup de choses de la part de William ce matin, le public de Métropole aussi.